Bon, alors, on se lance aujourd'hui dans une des aventures intellectuelles les plus folles, les plus audacieuses jamais tentées. C'est la quête de la certitude absolue de René Descartes. Imaginez un peu, prendre la décision de tout jeter par-dessus bord, toutes nos croyances, juste pour voir s'il reste quelque chose, n'importe quoi, de vraiment solide au fond. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment l'ampleur du projet. Ce n'est pas juste un petit ménage du printemps dans ses idées-là. Non, c'est une démolition contrôlée de A à Z de tout son système de pensée pour ensuite tout reconstruire sur une base qui, cette fois, serait complètement inébranlable. Descartes a réalisé que, depuis qu'il est tout jeune, il a accepté une tonne de fausses opinions comme si elles étaient vraies. Et tout ce qu'il a bâti par-dessus, eh bien, ça reposait sur des sables mouvants. Le point crucial, c'est qu'il ne pouvait pas juste corriger 2 ou 3 trucs. Non, il fallait qu'il rase tout au complet. Et il ne s'est pas lancé là-dedans sur un coup de tête, loin de là. Il a attendu d'avoir ce qu'il appelle un âge qui fut si mûr qu'il ne pourrait pas espérer être mieux préparé plus tard. Ça montre à quel point sa démarche était sérieuse. Ça prenait une maturité d'esprit incroyable pour affronter un tel chaos. Alors, comment on s'y prend pour démolir toutes ces opinions? Descartes a une méthode brillante en 2 étapes. Premièrement, pas question de vérifier chaque opinion une par une, ce serait un travail sans fin. Il va plutôt s'attaquer directement aux fondations, aux principes de base. Deuxièmement, la règle est super stricte, le plus petit doute, la plus petite raison de douter, et c'est assez. Si une chose n'est pas entièrement certaine, on la traite comme si elle était absolument fausse. C'est ça, le doute radical. Bon, la démolition commence. Et la toute première fondation qu'on va tester, c'est quoi? C'est nos sens. C'est logique de commencer par là. Pensez-y une seconde. La grande majorité de nos connaissances sur le monde, on les a reçues par la vue, l'ouïe, le toucher. Nos sens, c'est notre fenêtre principale sur la réalité. Et voilà l'attaque. L'argument de Descartes est direct. Si quelqu'un nous a déjà menti, même une seule fois, la prudence nous commande de ne plus jamais lui faire entièrement confiance. Eh bien, il applique cette même logique implacable à ses sens. Ils l'ont déjà trompé, donc le verdict tombe. Bien sûr, Descartes admet que ça semble un peu fou de douter de ce qui est juste là, sous nos yeux. Comment pourrait-il douter qu'il est assis près du feu, bien habillé? Mais, en même temps, il sait très bien que nos sens nous jouent des tours, surtout avec des choses qui sont très loin ou minuscules. Et ça, c'est la première fissure dans le mur de la certitude sensorielle. Et cette petite fissure, elle va devenir un gouffre. On passe à la deuxième phase de l'attaque, l'argument du rêve. Ça, c'est une expérience que, franchement, tout le monde a déjà vécue. Faire un rêve tellement réaliste qu'on est persuadé, mais alors là, persuadé d'être réveillé. Descartes se sert de cette expérience universelle pour poser une question vraiment déstabilisante. La question est toute simple, mais la réponse, elle, donne le vertige. Est-ce qu'il existe un signe, un seul petit indice infaillible qui nous prouve à 100% qu'en ce moment même, on ne rêve pas? La conclusion de Descartes est troublante. Non, il n'y en a aucun. Il n'existe aucune marque certaine pour faire la différence. Et l'idée est tellement puissante que même lui, ça le laissait abasourdi, presque convaincu d'être en train de dormir. À ce stade, même la réalité la plus immédiate, la plus évidente, est devenue douteuse. On pourrait croire qu'on a touché le fond du doute, mais non, Descartes n'a pas fini. Il va maintenant s'attaquer au tout dernier bastion de la certitude, avec son argument le plus extrême, le plus radical. OK, même si on est en train de rêver, il y a des vérités toutes simples, comme les mathématiques, qui semblent encore tenir la route. Un carré dans un rêve, il a 4 côtés, pareil qu'un carré dans la vraie vie. L'arithmétique, la géométrie, ça semble à l'abri du doute, n'est-ce pas? C'est ici que l'argument devient complètement fou. Descartes se demande « et si ?» Et si il y avait une sorte de Dieu, un être tout-puissant, qui aurait pu me créer de telle façon que je me trompe tout le temps, même en faisant une addition aussi simple que 2 plus 3. Pour pousser cette hypothèse jusqu'au bout, il met de côté l'idée d'un Dieu qui est bon. Et à la place, il imagine une autre créature. Cet être serait aussi rusé et trompeur qu'il est puissant, et qui utiliserait toute son énergie et toute sa puissance pour une seule chose, nous tromper, constamment, et sur absolument tout. C'est ça l'hypothèse du malin génie. L'outil ultime pour douter de tout. Après cette série d'attaques en règle, où est-ce qu'on en est rendu? Eh bien, on est dans un état de suspension totale. On ne peut plus rien affirmer. C'est un anéantissement complet de la réalité. Si ce malin génie existe, alors le ciel, la terre, les couleurs, les sons, tout ça pourrait n'être que des illusions, des pièges créés pour nous abuser.
Même notre propre corps, nos mains, nos yeux, tout ça devient suspect. Face à ce doute absolu, qu'est-ce qu'on peut faire? Descartes décide qu'il lui reste une seule liberté, un seul pouvoir, celui de suspendre son jugement. S'il ne peut connaître aucune vérité, il peut au moins s'empêcher de croire à des mensonges. Et ça, c'est loin d'être facile. Il se compare à un esclave qui, en rêvant qu'il est libre, a peur de se réveiller et de retourner à la réalité. C'est vrai que le confort de nos vieilles habitudes est tentant, et la quête de la vérité, elle, s'annonce difficile, et peut-être même un peu effrayante. On termine donc la première méditation sur cette question vertigineuse. Si tout peut être faux, si le monde entier, mon propre corps, et même les mathématiques peuvent être le résultat d'une immense tromperie, est-ce qu'il reste ne serait-ce qu'une seule petite chose, une seule, qui soit absolument et indéniablement certaine? La réponse, eh bien, elle se trouve dans la suite de sa quête.